Bonjour à tous. Cette vidéo concerne le cours d'analyse 2 présenté par Sidi Mohamed Doueri, professeur de mathématiques à la faculté des sciences de Rabat. Ce cours est destiné aux étudiants de la filière SMPC, semestre 2. Donc, ce quatrième chapitre est intitulé Fonctions à plusieurs variables réelles, dont nous allons vérifier si les connaissances et les techniques que vous savez faire pour les fonctions d'une seule variable, c'est-à-dire une fonction de R dont R s'étend et reste valable pour une dimension supérieure. Donc les principales propriétés des fonctions à plusieurs variables auxquelles on va s'intéresser à travers ce chapitre sont les questions de régularité, comme la continuité, la dérivabilité, et aussi leurs conséquences, comme l'étude par exemple des extrémums. Dans les séances, par exemple, on a souvent des fonctions plusieurs variables. Si on considère les coordonnées d'un point sur une poutre métallique dans l'espace 3D, eh bien, c'est une fonction à trois variables. On aura une fonction de x, de y et de z. Si on rajoute la température, on arrive à 4 variables. Et vous voyez qu'on a obtenu très facilement des fonctions de plus d'une seule variable. Alors, pour ce chapitre-là, on se propose d'étudier des fonctions qui dépendent de plus que d'une seule variable réelle et qui sont à valeur réelle. Et ce type de fonctions s'écrivent de cette façon-là. Alors là, vous avez un vecteur de dimension d. Il appartient à l'espace vectoriel de dimension finie, dimension d. Et l'image de ce vecteur-là, c'est un scalaire qui appartient à R. D'accord? Alors là, vous avez des composantes de 1 jusqu'à d. Vous avez des composantes. Et l'image, c'est juste un scalaire qui appartient à R. Alors, comme définition, d'abord, on définit c'est quoi Rn. Alors, Rn est défini comme un produit cartésien de R par lui-même n fois. Autrement, Rn est l'ensemble des vecteurs à n composantes réelles. Alors, on peut définir les fonctions de plusieurs variables comme suit. Vous avez une fonction sur un ensemble qui est contenu dans Rn, un espace vectoriel de dimension n, et l'image de tout vecteur dans Rn est un scalaire qui appartient à l'espace R. Alors, pour bien voir les choses, là, je cite quelques exemples. Alors, le premier exemple, c'est la loi du gaz parfait, où il y a trois variables, où il y a trois composantes, le P, la pression, le volume V, et T, la température. Et cette loi de gaz parfait est égale à donc, la fonction plusieurs variables PVT égale à PV moins nRT, tel que le N c'est la quantité de la matière et R une constante. Alors, pour le deuxième exemple, on a une fonction avec deux variables. La fonction x fois y sur x carré plus y carré. C'est une fonction de R2 moins 0, 0. D'accord? Parce que je ne dois pas avoir un 0 sur le dénominateur. Donc, on doit éliminer le couple 0, 0. Alors, on part de R2 moins 0, 0 et l'image, il est dans R. C'est un scalaire. Alors, si on prend un exemple, si je prends le vecteur 1, 2, il est bien dans R2 moins 0, 0. Et son image, c'est un scalaire qui est 2 sur 5. Vous avez 1 fois 2 sur 1 au carré plus 2 au carré égale à 2 sur 5.
Troisième exemple, c'est la norme euclidienne d'un vecteur. Alors si on considère un vecteur x qui appartient à Rn, vous avez x qui a n composantes, x1 jusqu'à xn. Alors la fonction qui exprime la norme 2, ou bien la norme euclidienne, c'est la racine carrée de x1 au carré plus x2 au carré jusqu'à xn au carré. On peut écrire ça sous la forme de la racine carrée, la sommation i allant de 1 jusqu'à n, xi au carré. Alors, on peut écrire cette fonction-là, la fonction norme 2, de cette façon. L'ensemble de départ Rn, l'ensemble d'arrivée c'est R, et l'image de chaque vecteur, c'est un scalaire. C'est la norme 2. Alors, comme exemple, alors je considère un vecteur qui appartient à R3 parce que j'ai 3 composantes. Alors, j'essaie de calculer son image. Alors, la norme 2 de 1, 2, 3, ça fait la racine carrée de 1 au carré plus 2 au carré plus la troisième composante au carré, 3 au carré, ça fait racine carrée de 14. Alors, bien sûr, on peut généraliser de façon naturelle les fonctions de Rn vers R en introduisant des fonctions de Rn vers un espace vectoriel de dimension supérieure strictement à 1, par exemple à Rp. D'accord? Et là, donc, vous constatez ici pour l'écriture de ce type de fonction que l'ensemble de départ, c'est un espace vectoriel de dimension n. Vous avez x1 jusqu'à xn. Et même l'ensemble d'arrivée, ou bien l'image, c'est aussi un vecteur constitué de p éléments, bien de p composantes. Et pour chaque fonction là, pour chaque fonction fi, c'est une fonction de Rn, parce qu'à chaque fois je cherche par rapport à fi l'image d'un vecteur x qui appartient à Rn, parce que j'ai n éléments, et l'image, ce sera un scalaire, parce que fi, c'est un scalaire, f1, c'est un scalaire, f2, un scalaire, jusqu'à fp, c'est un scalaire. Donc fi, c'est une fonction de Rn vers R. Passons maintenant à la notion de la limite. Alors, soit xn, une suite d'éléments de Rp, et A, un vecteur aussi appartient à l'espace vectoriel Rp, on dit que la limite n tend vers plus l'infini de xn égale à A, si seulement si, quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe un n qui appartient à l'ensemble de n, tel que petit n supérieur ou égal à grand n, implique que la norme de xn-a inférieure ou égale à epsilon. Alors là, on peut définir la convergence d'une suite exactement de la même façon dans Rn que dans R, en remplaçant simplement la valeur absolue par une norme. D'accord? Alors, j'ai essayé de faire quelques exemples. Et là, on va étudier l'existence et la valeur de la limite au point 0, 0. Alors, le premier exemple, c'est une fonction de R2 moins 0, 0 sur R. Alors, c'est une fonction avec deux variables, d'accord? Et on va chercher sa limite en 0, 0. Alors, la première chose, la remarque à faire, c'est que on a x plus y valeur absolue au carré, c'est exactement l'identité remarquable x plus y au carré, c'est x carré plus y carré plus 2xy, d'accord? Et pour un x et y supérieur ou égal à 0, nous avons cette quantité-là, elle est bien supérieure ou égale à x carré plus y carré. Alors, après j'applique la racine carrée, ici et là, et j'aurai la valeur absolue de x plus y est supérieure ou égale à la racine carrée de x au carré plus y carré. Alors maintenant, pour revenir à ma fonction de base, je dois diviser sur x carré plus y carré. Et j'aurai, alors si je divise,
Alors ça fait x plus y en valeur absolue sur x carré plus y carré supérieur ou égal à la racine carrée sur x carré plus y carré. Avec un simple calcul, on trouve que cette quantité-là égale 1 sur la racine carrée de x carré plus y carré. Et puisque la limite de 1 sur x carré plus y carré lorsque x, y tend vers 0, 0 égale l'infini, alors la limite de la fonction qui est plus grande est aussi plus l'infini. C'est-à-dire la limite x, y tend vers 0, 0 de ma fonction f, x, y égale aussi plus l'infini. Deuxième exemple, toujours le même objectif, c'est-à-dire on cherche l'existence et la valeur de la limite au point 0, 0. Cette fois, on a une fonction x3 fois y3 sur x carré plus y carré, définie sur R2 moins 0, 0 dans R. Donc j'ai deux variables x, y. Alors on fait une petite remarque, c'est que on a la valeur absolue de x moins la valeur absolue de y au carré supérieur ou égal à 0. D'accord? Après, on essaie de développer ça. Identité remarquable, a moins b au carré, c'est a carré plus b carré moins 2ab. Alors là, ça fait x carré plus y carré moins 2, la valeur absolue de x fois la valeur absolue de y. Mais pour tout x et y, on a toujours la valeur absolue de x fois la valeur absolue de y égale la valeur absolue de x fois y. D'accord? Alors maintenant, je vais essayer de mettre ce terme-là de l'autre côté. Et j'aurai cette écriture, x carré plus y carré supérieur ou égal à 2 fois la valeur absolue de x fois y. Après, je cherche l'inverse. D'accord? Ça fait 1 sur x carré plus y carré, inférieur ou égal à 1 sur 2, la valeur absolue de x fois y. Maintenant, je veux revenir à ma fonction de base, mais en appliquant la valeur absolue. Alors, la valeur absolue de f, x, y, bien sûr ça, c'est supérieur ou égal à 0. Et là, elle est inférieure ou égale, d'après cette écriture-là, je vais multiplier par la valeur absolue de x3, y3. D'accord? Et en même temps, je vais sur le numérateur ici, numérateur, je vais factoriser par x carré, y carré. X carré, y carré, c'est positif, donc ce n'est pas la peine de mettre la valeur absolue. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester juste la valeur absolue de x fois y. Et on va simplifier là en haut, la valeur absolue de x fois y. Et en dénominateur, la même chose. Et on obtient x carré fois y carré sur 2. Et alors, la limite x, y tend vers 0, 0 de x carré, y carré sur 2, c'est clair que c'est 0. Et ça implique que la limite de ma fonction, parce que là c'est supérieur ou égal à 0, là c'est 0 aussi, la limite de, lorsque x, y tend vers 0, 0, de ma fonction f, x, y égale à 0. Donc, sans surprise, on retrouve presque les mêmes, c'est-à-dire on trouve les mêmes propriétés de base que pour la limite d'une suite réelle. Donc, les mêmes techniques pour R, vous pouvez l'utiliser pour les fonctions plusieurs variables. Alors, maintenant, on passe à la continuité. Alors, la continuité, pour la définition de la continuité d'une fonction de plusieurs variables, est une généralisation du cas d'une fonction d'une seule variable. Alors, comme définition, première définition, alors, soit f, une fonction de E, de l'ensemble E qui est contenu dans Rn, dans R, f est contenu en A c'est un vecteur aussi, qui appartient à Rn, si seulement aussi la limite x tend vers A de f de x égale f de A. Ça, c'est la première définition. La deuxième définition, alors soit f une fonction définie au voisinage d'un point A appartient à Rn. S'il vous plaît, là, le A, c'est un vecteur. Ok. On dit que f est continu au point A lorsque
quel que soit epsilon positif, quel que soit grand X appartient à l'ensemble E, il existe un delta positif, tel que la norme de x moins a inférieure à delta implique que la norme de f de x moins f de a inférieure ou égale à epsilon. Ça, c'est la définition de. Alors, comme remarque, alors pour cette remarque-là, premièrement, on va considérer deux voisinages. Alors, grand W, c'est le voisinage de A. Autrement dit, c'est le voisinage de A appartient à l'ensemble de départ. Et grand V, on va considérer un deuxième voisinage, grand V, c'est le voisinage de l'image de A, de F de A. Donc vous avez grand W, c'est le voisinage de A, et grand V, c'est le voisinage de... Le grand V, c'est le voisinage de F de A, de l'image de A. Alors, n'importe quel élément de grand W, d'accord, n'importe quel élément de grand W, bien sûr, le grand W, c'est un voisinage de A. Et avec la condition, et si F est continu, donc impérativement, F de ce petit W, il va être dans grand V. Le F de petit W appartient à grand V. Alors, F est continu en A, si seulement si, pour tout voisinage grand V de F de A, il existe un voisinage grand W de A, tel que, quel que soit petit W appartient à grand W, F de petit W appartient à grand V. Alors, on va traiter quelques exemples. Alors, le premier exemple, pour montrer la continuité en un point. Alors, là, on cherche à calculer la continuité ou bien à vérifier la continuité en 0, 0. Alors, vous avez la fonction f de xy égale à xy. Alors, on cherche la limite xy en 0, 0. C'est 0, d'accord? Et ça égale à f de 0, 0 qui égale à 0. D'accord? Donc, f, c'est une fonction qui est continue au point 0, 0. La deuxième fonction, c'est la fonction de R2 moins 0, 0, dont R, c'est la fonction x fois y sur x carré plus y carré. Cette fonction, au contraire, n'est pas continue au point 0, 0. Pourquoi? Parce que si on pose y égale à x, alors vous remplacez ici, vous aurez x au carré sur x carré plus x carré, ça fait x carré sur 2x carré. On va simplifier par x carré et on aura f de x égale à 1,5. C'est une constante. Alors, lorsqu'on cherche la limite x tend vers 0, 0, de f de x, c'est 1,5. Et alors, elle est différente, la valeur est différente de f de 0, 0 qui est égale à 0. Et par conséquent, la fonction, cette fonction-là, n'est pas continue au point 0, 0. Deuxième exemple. Alors, cet exemple-là, toujours vous avez une fonction de R2 moins 0, 0 dans R. La fonction est définie comme suit. La fonction c'est x carré fois y sur x4 plus y carré. Si xy différent de 0, 0 et 0 sinon. Alors, si on prend y égale à x, qu'est-ce qu'on aura? Alors, on va remplacer là y par x, vous aurez x à la puissance 3 sur x4 plus x carré. On factorise sur le numérateur par x carré et là aussi par x carré. On va simplifier par x carré et on aura juste x sur x carré plus 1. Et la limite lorsque x tend vers 0 de x sur x carré plus 1, c'est exactement 0. Alors maintenant, regardez, si on pose y égale à x carré. Alors, remplacez ici, vous trouvez que c'est exactement x à la puissance 4 plus 2 fois x à la puissance 4 égale à 1,5. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Alors là, la limite dépend du chemin suivi par xy dans un voisinage de 0, 0. Et donc, la limite de f n'existe pas en 0, 0. Et par suite, f n'est pas continue en 0, 0. Alors, définition. Alors, ici, on va donner la notion de la fonction partielle. C'est très important.
D'accord? Alors, soit f, une fonction définie sur un ensemble D contenu dans l'espace vectoriel RP dans R. Et on va considérer un vecteur x0, x01 jusqu'à x0p qui appartient à T. Alors, pour tout i allant de 1 jusqu'à p, on appelle la ième fonction partielle de f en x0 la fonction. Alors là, cette fonction-là qu'on appelle la ième fonction partielle en x0, qu'est-ce que je fais? Alors, je vais remplacer toutes les composantes par les valeurs de x0, sauf la ième position. Ça, c'est la ième position. Là, c'est la position i-1. Là, c'est la position i. Là, c'est la position i plus 1. Alors, sur la position i, je garde alors la variable x. Mais le reste, toutes les composantes prennent les valeurs du vecteur x0. D'accord? Alors, on prend un exemple. Si vous avez par exemple x0 égale à 0, 0, 0. Là, je parle de R3. Hein? Je travaille sur R3 dans R. Donc, la fonction là, si je cherche la deuxième fonction partielle, c'est-à-dire f de x02, qu'est-ce que je ferai? Je vais donner pour la deuxième position x et le reste, c'est-à-dire les deux composantes qui restent prennent les valeurs plutôt de x0, c'est-à-dire 0, 0. Et j'aurai f de x02 égale f de 0, x et 0. Très bien. Alors, proposition. Alors, si f est continu en x0, tel que x0 c'est x01 jusqu'à x0p, alors quel que soit i allant de 1 jusqu'à p, la fonction partielle f de x0i est continue en x0. D'accord? C'est-à-dire si vous avez f une fonction qui est continue, toutes les fonctions partielles sont continues. Alors, mais la question maintenant, est-ce qu'on a la réciproque? C'est-à-dire, si vous avez la continuité de toutes les fonctions partielles, hein, est-ce qu'on a la continuité de f en x0? Si vous avez la continuité de toutes les fonctions partielles en x0, est-ce que nous avons la continuité de f en x0? Alors, pour répondre à cette question, on va travailler cet exemple-là. Alors, l'exemple, on a déjà travaillé cet exemple tout à l'heure. C'est xy sur x carré plus y carré. D'accord? Alors, puisqu'il y a deux variables, donc il y a deux fonctions partielles. Alors, la première fonction partielle en 0, 0, c'est celle-là. C'est-à-dire, je vais donner la valeur x, et pour y, je donne la valeur de x0, c'est-à-dire le 0. Et alors, j'obtiens x fois 0, hein, je remplace ici, x fois 0 sur x carré plus 0 carré. Alors, cette valeur égale combien? Égale 0. D'accord? Puisqu'il égale 0, vous avez, si vous cherchez la limite xy tend vers 0, 0, de f de 0, 0, 1, c'est exactement égal à 0, c'est f de 0, 0. D'accord? Donc, cette fonction partielle, la première fonction partielle, elle est continue en 0, 0. De même, la fonction partielle 2 est continue en 0, 0. Alors, vous avez les deux fonctions partielles sont continues en 0, 0. Mais la fonction f n'est pas continue. Celle-là n'est pas continue en 0, 0. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Ici. Voilà, c'est ici. D'accord? Lorsqu'on a remplacé, ou bien lorsqu'on a posé y égale à x, on a trouvé que c'est un demi, et du coup, la fonction n'est pas continue en 0, 0. Alors, je reviens sur la proposition. Si f est continu en x0, x01 jusqu'à un vecteur jusqu'à x0p, alors quel que soit i allant de 1 jusqu'à p, la fonction partielle f de x0i continue en x0i. Proposition. Alors, on considère l'un d'un mu de scalaire qui appartient à R et deux fonctions f et g continues de E dans Rn. Alors, premièrement, la fonction lambda f plus mu g est continue sur E.
2. La fonction f fois g est continue sur E. Si de plus g ne s'annule pas sur E, alors f sur g est aussi continue. Troisièmement, f est dite continue sur une partie E contenue dans Rn, si seulement si elle est continue en tout point de E. F est dite continue sur une partie E de Rn, si seulement si elle est continue en tout point de E. Corollaire. Ce corollaire est très important. Toute fonction polynomiale sur Rn est continue. Plus généralement, toute fraction rationnelle dont le dénominateur ne s'annule pas sur un domaine E de Rn est bien définie et continue sur ce domaine. Remarque. Alors, pour cette remarque, dans certains exemples d'études de continuité de fonctions, il est utile de passer aux coordonnées polaires. Ça facilite les calculs de la limite, et c'est plus pratique. Alors, souvent, c'est pratique d'utiliser les coordonnées polaires pour étudier la continuité, car la condition sur deux variables, x, y, devient une condition sur une seule variable seulement, r tend vers 0. Alors là, s'il vous plaît, si vous voulez obtenir le r, il suffit de mettre là x au carré plus y carré, c'est égal à r au carré cos θ au carré plus r carré sinus θ au carré. Après, je factorise par r carré, et j'aurai r carré facteur de cos carré de θ plus sinus carré de θ. Et cos carré plus sin carré, c'est 1. Il va rester juste r carré égal à x carré plus y carré. Et alors, r, c'est la racine carrée de x au carré plus y au carré. Alors, on va considérer un petit exemple. Alors, soit la fonction f de R2 dans R définie comme suit. F de xy, c'est x carré moins y carré sur x carré plus y carré si xy différent de 0, 0 et 0 sinon. Cette fonction, bien sûr, elle est continue sur R2 moins le point 0, 0 en tant que fraction de fonction continue. Maintenant, le problème, il est en 0, 0. Alors, on doit chercher la limite xy 0, 0 de x carré moins y carré sur x carré plus y carré. On pose x égale r cos θ, y égale r sinus θ comme changement de variable. On remplace ici, d'accord, et on trouve cette quantité-là. C'est la limite r tend vers 0 de r carré cos carré de θ moins r carré sin carré de θ. On factorise par r carré. Après, on simplifie par r carré. Qu'est-ce qui va rester? La limite r tend vers 0. Donc, cos carré θ, sin carré θ. J'ai la limite r tend vers 0. Mais j'ai plus de r sur l'expression. D'accord? J'ai juste cos carré θ moins sin carré θ. Donc, cette quantité ne dépend plus de r. Et la limite, c'est exactement égal à cos carré de θ, sin carré de θ, qui est différente de f de 0, 0 qui est égal à 0. Et donc, cette fonction-là n'est pas continue au point 0, 0. Deuxième exemple, toujours pour vérifier la continuité au point 0, 0. Là, je considère une fonction de R2 moins 0, 0 dans R avec deux paramètres P et Q. D'accord? Alors, la première chose, on va vérifier bien sûr la continuité au point 0, 0. Alors, on opte pour les coordonnées polaires, un changement de variable. X égale à R cos θ, Y égale à R sin θ.
Alors, je mets la valeur absolue à ma fonction, hein. La valeur absolue de fxy égale exactement, là je remplace x par r cos θ, y par r sin θ. Et j'aurai r à la puissance p cos θ de p multiplié r à la puissance q sin θ q sur r carré. Je fais monter le r carré au numérateur et j'aurai ça égale la valeur absolue de r à la puissance p plus q moins 2 multiplié cos θ à la puissance p multiplié sinus θ à la puissance q. Sachant que cos θ en valeur absolue est inférieur ou égal à 1 et sinus θ en valeur absolue est inférieur à 1. Et donc, on peut majorer cette quantité-là par r à la puissance p plus q moins 2. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à ce que cette quantité-là, elle tend vers 0 lorsque r tend vers 0 pour avoir la continuité. D'accord? Parce que j'ai f de 0, 0 égale à 0. Je dois tendre cette quantité-là vers 0 lorsque r tend vers 0. Alors, pour avoir cette valeur-là, c'est-à-dire la limite r tend vers 0 de r à la puissance p plus q moins 2 égale à 0, ça est équivalent à dire que p plus q moins 2 est supérieur strictement à 0. D'accord? Alors la limite de r à la puissance p plus q moins 2 égale à 0 lorsque r tend vers plus l'infini est équivalent à p plus q moins 2 supérieur strictement à 0. Ainsi, la limite, dans ce cas-là, la limite, lorsque x, y tend vers 0, 0 de f, x, y égale à 0, égale à f de 0, 0. Et donc, f est continu en 0, 0. Mais bien sûr, avec cette condition, p plus q moins 2 supérieur strictement à 0.